Le secret mental des millionnaires, que personne ne t'explique. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent. Ils travaillent plus, ils s'épuisent, ils sacrifient leur nuit, leur week-end, leurs relations, et à la fin, ils regardent leur compte en banque et ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais les millionnaires, eux, ne courent pas. Ils ont compris quelque chose que personne ne leur a jamais expliqué à l'école. Quelque chose d'ancien, quelque chose de presque philosophique. Et aujourd'hui, tu vas le découvrir. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer ta façon de voir l'argent, le travail et ta propre vie, pour toujours. Voilà la croyance que tu dois briser immédiatement. Pour gagner plus, il faut travailler plus. Cette phrase, on te l'a répétée depuis l'enfance, elle est partout, dans la bouche de tes parents, de tes professeurs, de ta société. Et pourtant, c'est l'un des mensonges les plus destructeurs qui existent. Parce que si cette croyance était vraie, les infirmières seraient millionnaires, les ouvriers qui font des doubles journées seraient riches, les entrepreneurs qui dorment 4 heures par nuit seraient les plus fortunés de la planète. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ce que l'on observe, c'est exactement l'inverse. Les millionnaires, dans leur immense majorité, ne gagnent pas leur argent à la sueur de leur front. Ils gagnent leur argent pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils voyagent, pendant qu'ils mangent. Leur argent travaille pour eux, pas l'inverse. Et la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment est-ce possible ? Comment passe-t-on de quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent à quelqu'un dont l'argent se multiplie seul ? La réponse n'est pas dans un conseil financier. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est dans leur esprit. 2000 ans avant Warren Buffett, avant Elon Musk, avant Jeff Bezos, 3 hommes ont compris comment fonctionne l'esprit humain sous pression. 3 hommes dont les vies étaient radicalement différentes, mais dont la sagesse convergeait vers le même point lumineux. Le premier était un esclave. Le deuxième était un conseiller impérial. Le troisième était l'homme le plus puissant du monde connu. Leurs noms, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Et ensemble, sans jamais se rencontrer, ils ont découvert le secret mental que les millionnaires d'aujourd'hui appliquent, souvent sans même savoir que ça vient d'eux. Ferme les yeux une seconde. Imagine un homme enchaîné, pas métaphoriquement, littéralement enchaîné. Les chevilles dans le fer, le corps appartenant à quelqu'un d'autre. C'est dans cet état qu'Épictète est né. Esclave dans la ville d'Hiérapolis, en Phrygie, quelque part entre les années 50 et 60 après Jésus-Christ. Son nom même en grec signifie « l'acquis ». Il était une propriété, un bien mobilier. Et pourtant, cet homme-là va devenir l'un des philosophes les plus cités de l'histoire de l'humanité. Son maître, un affranchi lui-même du nom d'Épaphrodite, lui permit d'étudier auprès d'un philosophe stoïcien. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'Épictète ne se contente pas d'apprendre la philosophie comme un exercice intellectuel. Il la vit, il la respire. Elle devient sa seule armure contre un monde qui lui a tout pris. Et la première chose qu'il comprend, la chose fondamentale, celle qui va structurer toute sa pensée, c'est une distinction aussi simple que bouleversante. Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Réfléchis à ça. Un esclave, un homme sans liberté physique, sans propriété, sans droit, décide de concentrer toute son énergie sur la seule chose qu'on ne peut jamais lui voler, sa façon de répondre à ce qui lui arrive. Pas les événements, pas les autres, pas la chance, sa réponse intérieure. Et dans cette distinction-là, il trouve une liberté que ses maîtres n'ont jamais connue. Parce que ses maîtres, eux, sont esclaves de leurs émotions, de leurs peurs, de l'opinion des autres. Épictète, lui, est libre. Libre intérieurement, libre d'une façon que les chaînes ne peuvent pas atteindre. Il dit dans ses entretiens, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. » Une phrase courte, 7 mots. Mais dans ces 7 mots, il y a une révolution mentale complète. Parce que si ce qui te perturbe n'est pas la réalité, mais ton interprétation de la réalité, alors tu peux changer ta réalité en changeant ton interprétation. Sans changer une seule circonstance extérieure, sans plus d'argent, sans plus de temps, sans plus de ressources. Voilà le premier secret des millionnaires. Ils ne réagissent pas au monde, ils choisissent comment répondre au monde. Et cette distinction, réagir versus répondre,
change tout. Quand le marché chute, l'investisseur qui réagit panique et vend. Celui qui répond analyse, s'adapte et parfois achète davantage. Quand un projet échoue, l'entrepreneur qui réagit s'effondre. Celui qui répond extrait la leçon et recommence avec plus d'intelligence. Épictète n'avait pas d'argent, mais il avait quelque chose de plus précieux, le contrôle absolu de son propre esprit. Et c'est exactement ce que les millionnaires ont appris à cultiver. Mais Épictète va plus loin encore. Il comprend quelque chose que les psychologues modernes mettront 2000 ans à formuler scientifiquement. Il comprend que nos habitudes mentales, nos façons automatiques de penser, de juger, de réagir, déterminent notre destin bien plus que nos talents ou nos ressources. Il appelle ça la discipline de l'assentiment. L'idée que chaque pensée, chaque impulsion, chaque jugement passe par un filtre que tu peux contrôler. Et si tu entraînes ce filtre assez longtemps, assez méthodiquement, alors ta façon de penser devient automatique, efficace, presque magique dans ses résultats. Les millionnaires ne cherchent pas à gagner plus. Ils ont reprogrammé leur rapport à l'effort. Ils ont décidé une fois et ils exécutent 1000 fois. C'est ça l'automatisation mentale. Et Épictète l'avait compris enchaîné dans une écurie 2 millénaires avant que Tim Ferriss l'écrive dans un livre de développement personnel. Si Épictète représente la racine, l'essentiel brut, arraché à la souffrance, alors Sénèque représente quelque chose de plus douloureux encore. Parce que Sénèque, lui, avait tout. La richesse, le pouvoir, l'influence. Il était le tuteur et le conseiller de Néron, l'un des empereurs les plus redoutables de Rome. Il possédait des villas, des vignobles, des millions de sesterces. Et pourtant, ses lettres les plus célèbres, les lettres à Lucilius, sont des lettres d'un homme qui se bat contre lui-même. Un homme qui sait exactement comment vivre, mais qui doit se rappeler chaque jour pourquoi il le doit. Sénèque écrit à son ami Lucilius comme un général qui dicte ses stratégies depuis le front. Chaque lettre est un combat contre la procrastination, contre la peur de la mort, contre le gaspillage du temps. Et la phrase qui ouvre l'une de ses premières lettres reste l'une des plus puissantes jamais écrites sur le sujet de la richesse intérieure. Reclaim yourself. Reprends-toi toi-même. Reprends le contrôle de ta propre vie. Parce que tout ce que tu donnes aux distractions, aux caprices des autres, aux obligations vides, tu ne pourras jamais le récupérer. Il dit aussi « Nusquam est qui ubique est ». Celui qui est partout n'est nulle part. Une formule qui résonne comme un coup de poing dans une époque où nous sommes tous connectés, notifiés, sollicités 24 heures sur 24. Sénèque comprenait que la dispersion de l'attention est la forme la plus insidieuse de pauvreté. Pas la pauvreté financière, la pauvreté mentale. L'incapacité à se concentrer assez longtemps sur une chose pour qu'elle produise des résultats extraordinaires. Regarde les entrepreneurs qui réussissent vraiment. Pas ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, les vrais. Ceux qui construisent quelque chose de durable. Ils ont tous une capacité de concentration hors norme. Ils entrent dans des états de travail profonds que la plupart des gens ne connaissent jamais. Ils décident où va leur attention, et donc où va leur énergie, et donc où vont leurs résultats. C'est Sénèque, reformulé en stratégie d'entreprise moderne. Mais Sénèque apporte quelque chose qu'Épictète n'avait pas eu le luxe d'explorer. La question du temps. Pas le temps au sens de l'agenda ou du planning, le temps au sens existentiel, viscéral, philosophique. Il écrit « Dum differtur vita transcurrit ». Pendant que tu remets à plus tard, la vie passe. Et si tu lis ça en souriant parce que tu te reconnais dedans, tu devrais peut-être relire cette phrase plusieurs fois. Parce que la procrastination n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de perception du temps. Et Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. Il distingue 3 types de temps. Le passé, qui t'appartient, parce que tu peux le contempler et en extraire de la sagesse. L'avenir, qui ne t'appartient pas, parce que tu n'as aucune garantie de l'atteindre. Et le présent, le seul moment réel, le seul sur lequel tu peux agir. Tene presens. Tiens le présent, garde-le. Ne le laisse pas t'échapper dans l'anxiété du futur ou le regret du passé. Les millionnaires ont une relation au temps radicalement différente de celle des gens ordinaires. Ils savent que le temps est leur ressource la plus irremplaçable. Ils ne disent pas « je n'ai pas le temps », ils disent « ce n'est pas ma priorité ». Ce glissement sémantique révèle tout. Il révèle la prise de responsabilité totale sur leur propre vie. Et cette prise de responsabilité, Sénèque l'enseignait déjà à ses contemporains, même s'il avouait parfois avoir du mal à l'appliquer lui-même, ce qui le rendait d'autant plus humain, d'autant plus réel.
Partage cette vidéo maintenant. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce que tu es en train d'apprendre, la plupart des gens ne l'apprendront jamais. Et si tu likes cette vidéo, tu m'aides à la faire connaître à ceux qui pourraient transformer leur vie grâce à elle. Mais aucun de ces deux hommes, ni l'esclave ni le conseiller, n'incarne le stoïcisme de façon aussi vertigineuse que le troisième. Parce que le troisième était à la fois le plus puissant et le plus vulnérable. Il commandait des légions, il décidait de la vie et de la mort de millions de personnes. Et pourtant, ses pensées les plus intimes, celles qu'il écrivait pour lui seul sans jamais imaginer qu'on les lirait un jour, sont les pensées d'un homme en guerre constante contre ses propres faiblesses. Son nom, Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Marc Aurèle, empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ, et auteur des Méditations, un livre qui n'a jamais été écrit pour être publié. C'était son journal intime, ses notes personnelles. Les millionnaires ont une relation au temps radicalement différente de celle des gens ordinaires. Ils savent que le temps est leur ressource la plus irremplaçable. Ils ne disent pas « je n'ai pas le temps », ils disent « ce n'est pas ma priorité ». Ce glissement sémantique révèle tout. Il révèle la prise de responsabilité totale sur leur propre vie. Et cette prise de responsabilité, Sénèque l'enseignait déjà à ses contemporains, même s'il avouait parfois avoir du mal à l'appliquer lui-même, ce qui le rendait d'autant plus humain, d'autant plus réel. Partage cette vidéo maintenant, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce que tu es en train d'apprendre, la plupart des gens ne l'apprendront jamais. Et si tu likes cette vidéo, tu m'aides à la faire connaître à ceux qui pourraient transformer leur vie grâce à elle. Mais aucun de ces deux hommes, ni l'esclave ni le conseiller, n'incarne le stoïcisme de façon aussi vertigineuse que le troisième. Parce que le troisième était à la fois le plus puissant et le plus vulnérable. Il commandait des légions, il décidait de la vie et de la mort de millions de personnes. Et pourtant, ses pensées les plus intimes, celles qu'il écrivait pour lui seul sans jamais imaginer qu'on les lirait un jour, sont les pensées d'un homme en guerre constante contre ses propres faiblesses. Son nom, Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Marc Aurèle, empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ, et auteur des Méditations, un livre qui n'a jamais été écrit pour être publié. C'était son journal intime, ses notes personnelles, ses rappels à lui-même écrits dans le camp militaire, souvent la nuit, pendant les campagnes contre les Marcomanes sur les rives du Danube. Un homme seul avec sa conscience au bord du monde connu, qui s'écrit à lui-même pour ne pas perdre le nord. Les Méditations s'ouvrent sur une liste de remerciements. Marc Aurèle remercie chaque personne de sa vie pour ce qu'elle lui a enseigné. Son grand-père lui a appris la douceur. Son père adoptif lui a appris l'humilité. Son professeur lui a appris à ne pas se laisser entraîner par les passions des factions. Ce premier livre est un acte d'humilité radicale. Voilà l'homme le plus puissant du monde connu qui commence son journal en reconnaissant que tout ce qu'il est, il le doit aux autres. Et cette humilité n'est pas de la fausse modestie, c'est une philosophie de vie. Marc Aurèle croyait profondément que l'être humain est un animal social, fait pour vivre en communauté, pour s'entraider, pour se corriger mutuellement. Il écrit « Cherche en toi, la source du bien est là, et elle ne tarira jamais si tu veux continuer à la creuser. La richesse intérieure est inépuisable à condition de continuer à chercher, à condition de ne jamais s'arrêter de se remettre en question. » Mais ce qui rend Marc Aurèle absolument fascinant, c'est le contexte dans lequel il a vécu sa philosophie. Pendant son règne, Rome a subi la peste antonine, une épidémie dévastatrice qui a tué des millions de personnes. Il a fait face à des guerres sur plusieurs fronts simultanément. Il a vu des trahisons dans son propre cercle. Il a perdu des enfants. Et malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, ses méditations sont d'une sérénité presque surnaturelle. Pas la sérénité de celui... Quelqu'un qui n'a jamais souffert. La sérénité de quelqu'un qui a traversé la souffrance et en a extrait quelque chose de pur. Il écrit dans le livre 5 des Méditations, « Au lever du jour, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un arrogant, un trompeur, un envieux, un égoïste. Tout cela leur arrive parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. » Et ensuite, et c'est là que c'est génial, il continue « Mais moi, j'ai reconnu que le bien est beau et le mal est laid. Et que celui qui commet le mal est mon frère, non par le sang, mais parce que nous partageons la même raison et la même divinité. »
C'est d'une modernité saisissante. Marc Aurèle prépare mentalement sa journée. Il anticipe les obstacles humains, il les intègre dans son modèle du monde et au lieu de les laisser le déstabiliser, il les transforme en pratiques de compassion. Les millionnaires font exactement la même chose. Avant une réunion difficile, ils visualisent les objections possibles. Avant un lancement de produit, ils imaginent les scénarios d'échec. Pas pour se décourager, pour être prêts, pour être stables, pour ne jamais être pris par surprise par la réalité. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui la préméditation des mots, et c'est Marc Aurèle qui l'enseignait en notes personnelles dans un camp militaire dans le froid du Danube il y a 19 siècles. Il dit encore « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise ça et tu trouveras la force. » Pas la force physique, pas la force financière, la force mentale, la seule qui compte vraiment. Parce que sans elle, toutes les autres forces s'effondrent sous pression. Et voilà le lien qui unit ces trois hommes, l'esclave, le conseiller, l'empereur. Trois vies radicalement différentes, trois contextes incomparables, et pourtant une même conviction fondamentale. Ce qui se passe dans ton esprit détermine ce qui se passe dans ta vie, pas l'inverse. Les millionnaires ne sont pas des gens extraordinairement talentueux dans leur domaine. Il y a des gens bien plus talentueux qu'eux qui vivent dans la précarité. Ils ne sont pas extraordinairement chanceux. Même si la chance joue un rôle, elle n'explique pas tout. Ce qui les distingue, c'est leur architecture mentale, la façon dont ils ont structuré leur rapport à l'effort, à l'échec, au temps, à l'attention. Hey there! Ils ont décidé une fois comment gérer une dépense imprévue et ils exécutent 1000 fois sans avoir à y repenser. Ils ont décidé une fois comment réagir à un refus client et cette réponse devient automatique, calibrée, efficace. Ils ont décidé une fois de consacrer 2 heures chaque matin à leur priorité la plus importante et cette discipline ne demande plus de volonté parce qu'elle est devenue une habitude profondément ancrée. C'est ça l'automatisation mentale. Décider une fois, exécuter 1000 fois. Épictète appelait ça la discipline de l'assentiment. Sénèque appelait ça la maîtrise du temps. Marc Aurèle appelait ça la gouvernance de l'âme. Aujourd'hui, les neuroscientifiques l'appellent la création de systèmes par défaut dans le cerveau préfrontal. Peu importe le nom, le principe est identique et il fonctionne. Mais il y a un piège dans lequel tombent exactement ceux qui ont besoin de cette sagesse. Le piège, c'est de croire que lire suffit, que comprendre suffit. Épictète était catégorique là-dessus. La philosophie ne promet pas à l'homme de trouver quelque chose en dehors de lui-même. Si elle ne le faisait pas ainsi, elle serait vaine. La philosophie, et plus largement toute connaissance, n'a de valeur que si elle change ton comportement, pas tes opinions, ton comportement, tes actions concrètes dans le monde réel. Les millionnaires ne lisent pas les livres pour paraître intelligents. Ils lisent pour changer quelque chose dans leur façon d'opérer. Chaque livre est une mise à jour de leur système d'exploitation mentale. Et quand une idée résonne, ils l'implémentent immédiatement. Pas dans une semaine, pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant. Sénèque disait « Dum differtur vita transcurrit ». Et la version moderne de cette phrase, celle que les millionnaires vivent au quotidien, c'est « La meilleure décision que tu puisses prendre, c'est celle que tu prends aujourd'hui. » Pas la décision parfaite de demain, la décision imparfaite d'aujourd'hui qui sera améliorée demain. Parce que le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. L'argent peut se regagner, la santé peut se restaurer dans une certaine mesure, les relations peuvent se reconstruire, mais le temps perdu est perdu à jamais. Et chaque jour passé à réagir plutôt qu'à agir, à subir plutôt qu'à choisir, à remettre à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui, c'est un jour de moins pour construire quelque chose qui te ressemble. Marc Aurèle écrivait ses méditations à l'aube, avant que le palais ne s'éveille, avant que les ambassadeurs n'arrivent, avant que les généraux ne demandent des ordres. Il s'accordait ce temps-là pour lui seul, ce temps pour recalibrer son esprit, pour se rappeler qui il voulait être ce jour-là. Et dans cette pratique quotidienne, aussi modeste qu'elle puisse paraître, il y a quelque chose de profondément moderne,
Quelque chose que les top performeurs d'aujourd'hui ont redécouvert et qu'ils appellent morning routine, journaling, intention setting. Ce ne sont pas des inventions du 21e siècle, ce sont des pratiques stoïciennes vieilles de 2000 ans qui fonctionnent parce qu'elles s'adressent à quelque chose d'universel dans la psychologie humaine. Les millionnaires ont compris que la richesse n'est pas un état financier. C'est un état mental Okay, d'abord, I'm ready for the call. un état de clarté sur ce qui compte vraiment, Sounds good. See you sur at comment allouer ses ressources les plus précieuses, le temps, l'attention, l'énergie, sur comment répondre aux obstacles sans se laisser emporter par eux. Et cet état mental, il ne tombe pas du ciel, il se construit, délibérément, méthodiquement, un jour après l'autre. Épictète construisait cet état mental dans les fers d'un esclave, en refusant de laisser ces circonstances définir son identité. Sénèque le construisait dans les fastes du pouvoir, en se rappelant que la richesse extérieure n'avait aucune valeur sans la richesse intérieure. Marc Aurèle le construisait dans la solitude d'un camp militaire, en s'écrivant à lui-même pour ne pas oublier ce qui comptait vraiment. Et toi, quelle est ton excuse ? Tu n'as pas leurs contraintes. Tu as accès à leurs textes. Tu as accès à leurs enseignements. Tu as accès à des outils que ces trois hommes n'auraient même pas pu imaginer. La question n'est pas « est-ce possible ?». La question est « qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Parce que la sagesse sans action est du divertissement intellectuel. Et le divertissement intellectuel, aussi agréable soit-il, ne change pas les résultats. So beautiful Ce out qui change here. les résultats, c'est la décision que tu prends maintenant. La décision de fonctionner différemment, de répondre plutôt que de réagir, de choisir où va ton attention plutôt que de la laisser être volée, de construire des systèmes qui fonctionnent à ta place plutôt que de courir sans jamais arriver. Le secret mental des millionnaires n'est pas un secret. Il est écrit, en grec et en latin, depuis plus de 20 siècles. Il attend dans les pages des méditations, des entretiens, des lettres à Lucilius. Il attend que quelqu'un le prenne au sérieux, que quelqu'un décide que cette façon de penser vaut la peine d'être intégrée profondément, viscéralement, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que respirer. Ce quelqu'un, ça peut être toi. Ça l'a été pour un esclave sans nom, pour un conseiller d'empire, pour un homme qui dirigeait le monde connu. Si eux ont trouvé le chemin dans des circonstances infiniment plus difficiles que les tiennes, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que cette connaissance mérite de se répandre. Et reviens, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans ce voyage vers la liberté mentale, celle qui précède toujours la liberté financière. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille Okay, et plus I'm ready for the paisible call. que dans son âme. La paix que tu cherches, Sounds good. See you at la 3. clarté que tu cherches, la liberté que tu cherches, elles sont déjà en toi. Il suffit de les construire. La question est, par où tu commences ?